Shall I send for coffee? Oh, no, we're fine. Are you sure? Yeah. All right. I thought we'd get together because there's a legal concept that has been getting some new attention recently. Tortious interference. If two people have an agreement, like a confidentiality agreement, and one of them breaks it because they are induced to do so by a third party, the third party can be sued for damages for interfering, hence tortious interference. Interfering? That's what we do. I think what we're trying to tell you is that it happens all the time. This is a news organization. People are always telling us things they shouldn't. We have to verify if it's true and in the public interest, and if it is, we air it. And after we corroborate it, that's why we've never lost a lawsuit and run a classy show. Anything else? And 60 minutes verification is exact and precise, and I don't think it would hurt to make sure you're right on this one. Why? You think we have liability? What's the CBS News position, Eric? There's a possibility it's rather remote. But one we have to check on, Mike. I've retained outside counsel to do exactly that on a segment, I might add, that's already rife with problems. What does that mean? Rife? I'm told unusual promises were made to Weigand. No, only that we would hold the story until it was safe. And I'm told there are questions as to our star witness's veracity. His veracity was good enough for the state of Mississippi. Our standards have to be higher than anyone else's because we are the standard for everybody else. Well, as a standard, I'll hang with is this guy telling the truth. Well, with tortious interference, I'm afraid the greater the truth, the greater the damage. Come again? They own the information he's disclosing. The truer it is, the greater the damage to them. If he lied, he didn't disclose their information and the damages are smaller. Is this Alice in Wonderland? Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Ah, tu m'entailles. Tu m'en fous. Ah, je suis fou. Ah, Tolstoy. Ah, ton cul. C'est mon génie. Tortious interference. It sounds like a disease caught by a radio. Lunch? Sure. Don't worry, we call the shots around here. Bonjour, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B qui vous propose cette semaine encore une émission un tout petit peu spéciale. Bonne écoute. أنا المعلم هنا مفيش حاجة. There is no interview. اسمع كلام قلت لك كده اسمع. You. أيوة. I'm talking to you. أنا Who the سامع. hell do you think I am? A 78-year-old assassin? You think I'm going to karate him to death with this notepad? باید دفترچه یادداشتم میخوام بزنم یارو تو رو بکشم. إلا أقوله هنا يمشي. أنا المعلم. إلا أقوله يمشي. عيب عليك. عيب عليك Are you والله. interpreting what I'm saying? Yes. We're there. Good. Well, ask him if Arabic is his second language. أنت قليل الأدب. راجل ما عندكش دم. اوعى كده. Slow. Shake. Do you mind if you would just turn your chair a little bit to face Mr. Wallace? حياك الله يا شيخ. Is that okay? Okay. يلا بقى هنقعد ساعة يمشي بقى. Are you ready, or do you want to keep fucking around and warm up some more? No. I've got my heart started. Okay. Alors merci à tous d'être venus assez nombreux, je suis très content. Il s'agit du deuxième rendez-vous d'un nouvel événement qu'on met en place à Rennes en partenariat avec le cinéma Arvor
en partenariat avec la librairie Le Fayet, un rendez-vous qui s'appelle De l'écran à la page et qui va être consacré à remettre au centre les écrivains de cinéma. Enfin, tous ceux en tout cas qui, par leurs écrits, font la pensée du cinéma. Le premier rendez-vous a eu lieu il y a 10 jours. Il s'agissait de mettre un petit peu en lumière la jeune revue rennaise Apache. Ça avait lieu à l'Arvor. Et là, je suis très content qu'on ait accès à cette belle salle de la Parcheminerie pour accueillir notre deuxième invité, Jean-Baptiste Thorey. Alors Jean-Baptiste Thorey, tu es critique, tu es historien du cinéma, tu es aussi cinéaste. Tu as bientôt un film dans tes rayonnages, Michael Cimino, un mirage américain. Tu reviendras à Rennes, à mon avis, assez prochainement pour présenter ce film que j'ai eu l'occasion de voir et qui est magnifique. Tu es cinéaste et réalisateur de We Blue It, réalisateur aussi de Murmure dans un corridor lointain, Soupir dans un corridor lointain consacré à Dario Argento. Et donc critique et historien du cinéma. Donc beaucoup de personnes dans la salle te connaissent et savent aussi sûrement que l'on se connaît un petit peu. Désormais, tu es un des intérimaires favoris de l'émission que je co-anime avec Étienne, qui est à ma droite, Le cinéma est mort. D'ailleurs, cette rencontre va être intégralement enregistrée, donc il ne faudra pas dire trop de bêtises. C'est valable pour toi, mais c'est valable pour vous aussi, évidemment. Alors, tu as écrit sur le cinéma américain des années 70, beaucoup. Tu as écrit sur Dario Argento, Tobe Hooper, John Carpenter, Romero et beaucoup d'autres. Et pour aller vite, à mon sens, tu es un des penseurs du cinéma les plus importants de sa génération. C'est-à-dire que quand on avait grandi dans les années 90 comme moi je suis né en 80, ta plume, en tout cas, fut absolument décisive. C'est-à-dire que tu parlais, en tout cas, avec beaucoup de profondeur et enthousiasme de cinéastes qui n'avaient pas vraiment, non pas le droit au chapitre, mais en tout cas qui étaient peut-être un petit peu trop cloîtrés dans des chapelles peut-être consacrées au genre. Et parfois aussi, tu écrivais sur des cinéastes qui étaient peut-être très vus, mais pas assez regardés, quelque part. Et moi, je sais que c'était par tes écrits que je me suis construit en tant que cinéphile. Bon, j'ai déjà eu l'occasion de te passer de la pommade comme ça, mais je le redis parce que c'est important. Et donc voilà, évidemment, tu as écrit sur des auteurs qui étaient plutôt vilipendés. À l'époque, pour trouver des écrits plutôt intéressants sur certains cinéastes, c'était compliqué. On avait surtout des écrits de fanboys. Et toi, tu avais une pensée plutôt construite et très pertinente sur des auteurs qui pouvaient, moi, me toucher et que, voilà, je me sens pas seul là-dessus. Je pense que beaucoup de gens qui ont à peu près mon âge ont été très marqués par ces écrits-là. Ça, en tout cas, ça légitimait un petit peu les enthousiasmes cinéphiles qu'on pouvait avoir. Donc on est là pour causer de ton nouvel ouvrage sur Michael Mann, Mirage du contemporain, qui est très représentatif de tout ça, car évidemment, quand c'est un petit peu... en tout cas en termes de cinéphilie, en termes de pensée critique, les différents articles que tu as pu faire sur Mann, je pense à un en particulier qui était paru dans la revue Panique que tu dirigeais, qui s'appelait Gravité du flux, il me semble, qui est déjà aussi un nom d'un de tes sous-chapitres, dans ton bouquin, a été fondamental, c'est-à-dire que ça a été d'un coup un article qui mettait en mots un petit peu une sorte d'intuition qu'on pouvait avoir quand en 2005 sort Miami Vice, et que nous on trouve que voilà, c'est un film absolument génial, et que beaucoup, on se heurte à beaucoup qui trouvent que voilà, le film est un petit peu un gros ratage. Mais là, on est déjà en 2005, mais même auparavant, tu avais aussi écrit alors peut-être pas sur Hit en particulier, mais en tout cas par quelques propos que tu pouvais avoir, en tout cas auxquels moi j'ai pu avoir accès. Ça légitimait un amour qu'on pouvait avoir pour Hit, qui est sorti en 95, et moi qui a été un événement un peu fondamental. Je disais qu'en tout cas ce bouquin-là était assez représentatif parce qu'effectivement, voilà, Michael Mann à l'époque, dire qu'on considérait que Michael Mann était un cinéaste non seulement fondamental du cinéma américain, mais aussi peut-être l'un des meilleurs, ça n'allait pas de soi. Donc on se référait un petit peu à tes articles pour trouver un petit peu des munitions critiques pour vraiment légitimer un petit peu nos propos, en tout cas nous aider dans notre pensée. C'est un bouquin qu'on attend depuis très longtemps, depuis 15 ans. Il y a même des gens qui l'ont commandé sur Amazon il y a 15 ans, qui l'ont jamais reçu. C'est bien la preuve qu'il faut jamais commander sur Amazon. C'était mon petit clin d'œil à la librairie Le Fayet. Donc il sort enfin, et on peut dire que ton ouvrage, en fait, il est un petit peu au livre de cinéma ce que Hit est au polar. Attention, C'est-à-dire que à la fois c'est l'un des plus grands, et en même temps c'est plus qu'un livre de cinéma. Et on y reviendra un petit peu là-dessus. Je vais pas te faire réagir là-dessus parce que ça pourrait te faire rougir. Voilà, moi je voulais juste, j'ai déjà beaucoup parlé, et puis évidemment je vais te laisser la parole parce qu'après je pourrai plus jamais la reprendre. Pour ceux qui te connaissent, on sait que ça va être très dur de te reprendre la parole.
Avec une anecdote personnelle, alors ceux qui étaient à la projection de Hit il y a 2 jours, je vais répéter la même chose. Mais moi, quand Hit sort, j'ai 15 ans et je commence un peu à m'intéresser au cinéma. Je suis un peu un adolescent, quoi, boutonneux et plein d'hormones. Et je trouve Hit absolument formidable. Je sais pas vraiment pourquoi, forcément, ma pensée n'est pas encore très claire, mais le film me fout sur le cul. J'ai une petite voix dans ma tête qui me dit « Ouais, mais quand même, ça c'est peut-être un petit peu pompeux quand même comme film. » Donc j'ose pas avouer que voilà, c'est un choc, quoi. Quelques jours plus tard, je me retrouve au lycée et j'ai ma prof de français qui prend 5 minutes dans son cours pour nous dire à quel point elle est allée voir cette nouvelle daube commerciale américaine qui réunit les deux plus grandes stars du moment, Pacino, De Niro, enfin non pas du moment mais les 2 plus grands monstres sacrés du cinéma américain, et que c'est sûrement un moyen commercial pour vendre 2 fois plus de popcorn et que ça n'a absolument aucun intérêt d'aller voir ça. Moi je sais que ça a été très important, parce que les mauvais profs sont aussi importants que les bons quelque part, de se dire que voilà, moi, à ce cours-là, je me suis dit, toi, voilà, je vais essayer de consacrer ma vie à te prouver que t'as eu tort, en fait, quoi. Et je pense que c'est un bon moyen de te lancer sur Michael Mann, parce que j'aimerais bien que tu nous parles de où est né le désir d'écrire ce bouquin-là. Alors, déjà, bonsoir à tous et merci d'être tous présents. Merci à Antonin et Étienne, qui sont un peu maintenant, mais comme je disais tout à l'heure, quand je peux plus venir à Rennes sans passer par le SAS, le cinéma est mort. Donc j'ai pas accès en fait à la ville si je passe pas par leur émission. Puis en plus c'est toujours un plaisir. Donc voilà. Ce bouquin, c'était quoi ta question? Comment je découvre Mann? Ouais, d'où est né le désir de ce bouquin-là, la rédaction de ce livre? C'est compliqué de répondre à ça parce que tu disais que toi tu as découvert Hit donc en salle en 95, moi c'est pareil, mais en 95 moi je crois n'avoir même pas encore écrit de texte de cinéma. Je fais des études de cinéma, je dois être en DEA ou en maîtrise à l'époque et à Paris, mais j'ai déjà l'envie d'écrire sur le cinéma, puis en plus comme quand on est en fac on est obligé de pondre un peu des textes, des mémoires, des choses comme ça. Et quand je vais voir Hit, qui est dans un grand cinéma à Paris aujourd'hui qui a disparu, il y a quelque chose qui se passe. Mais comme parfois ça arrive, et c'est des moments qu'en tant que cinéphile, on chérit toujours le moment où c'est pas le cerveau qui parle, c'est pas le savoir, c'est pas la connaissance, c'est l'intuition absolue qu'on est devant quelque chose d'important. Quand tu dis il me faudrait une vie où je vais passer une vie à prouver que, je comprends très bien ça. C'est-à-dire que il n'y a pas de plus grand choc que les chocs qu'on a, dont on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Ça, c'est un très très bon moteur en règle générale. Et donc moi, quand je vois Hit en 95, et je reste même 2 séances d'affilée, donc ça fait quand même 6 heures de projection, je sors du film et je me dis là il y a quelque chose qui vient de se passer, et je me souviens très bien, dit texto à l'époque, un jour je ferai un livre sur le type qui vient de faire ce film. Et ce type qui vient de faire ce film, pour moi, est pas encore un nom qui est constitué. Michael Mann, ça résonne pas dans ma tête à l'époque, très honnêtement. Et pourtant, il a sorti des films auparavant, Manhunter, Le Solitaire, La Forteresse Noire, Dernier des Mohicans. Mais je me rends compte qu'à chaque fois, j'ai vu ces films dans le désordre et je les ai pas reliés comme appartenant à un auteur, au même titre qu'à l'époque, on a des gens comme William Friedkin, Brian De Palma, des gens ou Wes Craven ou d'autres, qui sont par moments presque plus importants, dont on a le sentiment qui sont en train de travailler une œuvre qui semble plus cohérente, enfin immédiatement cohérente. Dans le cas de Mann, pas du tout. Et donc voilà, le jour où Hit sort, pour moi il y a cette évidence qu'il y a un auteur qui vient d'apparaître, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque la promotion du film se fait essentiellement, comme tu le disais, autour de Pacino, De Niro, et que le nom de Mann, c'est un peu le yes man, l'homme à tout faire, qui a mis en scène le mieux ou le moins mal possible ces 2 géants dont on pense qu'ils ont complètement absorbé le cinéaste, alors que pas du tout. Et quand je vois Hit, je me rends compte, rétrospectivement, que c'est un film important, parce que c'est un film qui appartient à un moment charnière, de l'histoire, on pourrait dire, du futur cinéma de Michael Mann. C'est que je pense qu'il y a quelque chose qui s'accomplit là, dans Hit, comme une sorte de point qu'il cherchait depuis Le Solitaire en 80. 15 ans plus tard, il fait le film qui arrive au bout de cette espèce de recherche, on pourrait dire. C'est Hit. Ce qui fait que, en fait, beaucoup de gens qui ont adoré Hit ont été un peu déçus par ses films suivants, parce que là où on pensait que Hit allait ouvrir une voie un peu royale d'un cinéma qui allait ressembler
à ce qu'il venait de faire. En réalité, ça ressemble terriblement, mais ça dissemble aussi terriblement parce que Heat est pour Michael Mann une forme de point d'accomplissement. Donc après, il y a toujours deux types de cinéastes. Il y a ceux qui font fructifier un truc qu'ils ont trouvé et pendant 20 ans vont faire le même film, et ce qui n'est pas le cas de Michael Mann. Et dès son film suivant, 4 ans plus tard, Révélation, The Insider, on voit déjà qu'il a quitté en fait le terrain de Heat, c'est-à-dire qu'il va pas refaire Heat. À la fois il y a un acquis, il y a un auteur qui a les mêmes obsessions, les mêmes thématiques qu'on reconnaît très rapidement. La maniera de Mann, on la reconnaît très rapidement. Et puis je pense que je suis aussi assez sensible en général aux cinéastes plutôt formalistes, ou aux cinéastes dont le style est immédiatement reconnaissable. Et c'est vrai, on parlait de Cimino, de Peckinpah, de Visconti, ce sont des gens dont on reconnaît la patte immédiatement. Et donc pour Mann, c'est à la fois un film important, puisque c'est, à mon avis, quand on regarde de très très loin la filmographie de Michael Mann, c'est la première borne qui sépare, on pourrait dire, son œuvre en deux. Et puis c'est un film important dans l'histoire du cinéma américain, parce que quand on fait un polar en 95, on n'arrive pas après 5 ans d'histoire du cinéma, on arrive après des décennies d'un genre qui a été à la fois inventé, approfondi, labouré par le cinéma américain. Et j'ai le sentiment que non seulement Mann est en train d'accomplir quelque chose qu'il cherchait depuis Le Solitaire en 80, et qu'il enterre en même temps un genre. À tel point d'ailleurs que je pense que le polar, depuis Heat, en 95, donc ça fait quand même 25 ans à peu près, en fait n'est pas sorti de l'ornière de Heat. C'est-à-dire que moi je m'abuse souvent à dire oui, Heat c'est le 2001 du polar, parce que je pense qu'on a eu énormément de mal à sortir de 2001 de Kubrick. Il y a eu un avant, un après, et dans le cas de Heat, il y a énormément de polars américains, voire même français, que je vois, dont on sent c'est même pas qu'ils sont sous influence, c'est qu'on a le sentiment qu'ils ne savent pas faire quoi d'autre hormis se mettre vaguement dans les pas de Michael Mann. L'exemple pire, il y en a plein, mais l'exemple pire étant l'exemple en France d'Olivier Marchal. Mais voilà, qu'on sent qu'il est comme plein de gens, il a été fasciné par Michael Mann, il a vu les films, il s'est dit je vais faire pareil. Bon, il a Depardieu au Auteuil, il fait son hit à lui, et on voit que ça a une influence capitale non seulement aux États-Unis, mais à peu près partout, y compris en Asie. Et je pense que avec ce film, Mann on pourrait dire a créé une sorte de monument à la gloire du polar. Mais là où il l'enterre, c'est un enterrement, mais moi que j'aime souvent rapprocher un peu de l'enterrement que fait du western avec Peckinpah en 69 et La Horde sauvage, c'est que c'est à la fois un film qui récapitule toute l'histoire du polar, donc qui fait pas comme si rien n'avait eu lieu avant lui, qui récapitule toute l'histoire du polar et qui va passer à autre chose. Moi je pense que le dernier plan de Heat, le moment où Pacino tient la main de Niro qui vient de mourir sur le tarmac de l'aéroport avec cette espèce de musique un peu mystique, etc., de Moby, il y a quelque chose de l'histoire du cinéma américain qui s'est achevé là, incontestablement. Donc voilà, donc l'idée de ce livre, je suis complètement parti ailleurs par rapport à ta question, mais l'idée de ce livre est venue là, et j'ai mis 15 ans à l'écrire. Alors oui, j'ai mis 15 ans à l'écrire, enfin, j'ai pas passé 15 ans à l'écrire, sinon ça aurait été financièrement un peu compliqué, mais 25 ans. Mais non, mais c'est surtout que ce qui m'a... En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a tous les livres n'ont pas la même histoire. Et ça, c'est le cas pour tous ceux qui écrivent, et tout le monde le sait. Qu'il y a des livres, pour moi, il y a des livres au long cours, et puis il y a des livres, on pourrait dire, qui sont des livres d'éclat. Moi, il y a des livres que j'ai faits en 6-8 mois. Ou 1 an, ce qui est très court en fait en réalité, parce qu'il faut maintenir une espèce d'influx. Quand j'avais écrit un livre sur l'assassinat de JFK, le cinéma américain, je pense qu'entre le moment où est né le livre et le moment où le livre est sorti, il y a eu 1 an, mais parce qu'il fallait garder ça. Dans le cas de Michael Mann, au contraire, c'est que je pense que le fait de vieillir a rendu, je pense que le livre aurait été beaucoup moins bon s'il était sorti à 5-6 ans, à l'époque où certains l'ont commandé sur Amazon. Le livre n'aurait pas été très bon, enfin dans le sens où on a besoin à un moment donné de vieillir aussi avec les films. Et il y a que assez récemment, il y a 1 an et demi, que j'ai pu être, en tout cas pour moi-même, très au clair sur certaines choses qui m'intéressaient chez Michael Mann. Donc c'est pas du temps perdu en réalité. Je pense qu'au contraire, c'est que ça a permis au livre, pour moi en tout cas, de s'affiner. Et je reviens sur quelque chose que tu viens de dire. Tu parlais d'Olivier Marchal notamment, et puis de beaucoup d'autres cinéastes qui ont été influencés par Heat. Et je me posais la question, est-ce que c'est pas justement un de ces cinéastes qui a plus influencé les cinéastes marqué les cinéastes que la critique, que le public finalement?
Oui, la critique, alors après il y a deux choses. Il y a la critique, pour faire court, il y a la critique française et la critique américaine. La critique américaine, là pour le coup, avec Michael Mann, elle est plutôt à l'heure. C'est-à-dire que quand on voit les papiers qui sont écrits aux États-Unis, même à l'époque du Solitaire, de Manhunter, des Mohicans et de Heat, eux ont conscience, enfin une certaine critique américaine, qu'un cinéaste important vient d'émerger. D'ailleurs aux États-Unis, alors qu'il est, il y a une quinzaine de livres sur Michael Mann. Qui ont été écrits au cours des 20 ans qui se sont écoulés, c'est pas rien. Alors, et par moments même des vrais livres d'universitaires, des livres, des actes qui retranscrivent des actes de colloques. Enfin, on sent que Michael Mann, dans l'université américaine, est un cinéaste qui est vraiment très pris au sérieux, où on étudie son rapport à l'économie, son rapport à l'existentialisme. Moi, j'ai vraiment des livres incroyables écrits par les Américains sur Michael Mann. En France, on est comme parfois on est en avance. C'est drôle de voir combien la critique française historiquement, elle a pu être très en avance sur certains cinéastes américains, mais en fait elle l'est quand ce sont des cinéastes qui utilisent des petites formes. Par exemple, on parle de l'histoire très connue de Hawks, de Hitchcock, etc. La critique française historiquement est très bonne là-dessus, en disant vous pensez que Hitchcock fait des petits films qui n'ont pas d'intérêt, sont des grands films métaphysiques. Pareil pour Hawks, etc. Le problème de Michael Mann, c'est qu'il est d'emblée dans une grande forme, et ça la critique française se méfie. C'est-à-dire que Manny Farber, qui est un critique américain, disait qu'il y avait deux types de cinéastes. Il y avait en gros l'art termite et l'art des éléphants blancs. Il y avait Raoul Walsh d'un côté et William Wyler de l'autre. Michael Mann, quand il arrive, il dit moi je suis William Wyler, je suis un éléphant blanc. C'est-à-dire qu'il n'essaie pas de passer sous les radars. Michael Mann, c'est un cinéaste au contraire qui affirme un style, une ambition. C'est évidemment un grand admirateur de Kubrick, et ça se sent tout de suite chez Michael Mann, qui tout de suite fait peur à la critique française. La critique française se méfie des cinéastes américains qui s'affichent comme des auteurs ayant une très grande ambition. Elle adore ceux qui disent moi je fais un petit travail, et qui sont plutôt méprisés. Et donc on a cette espèce d'effet contraire avec Michael Mann. Lorsqu'on voit un film comme Heat, on ne peut pas croire que celui qui a fait le film a fait ça comme ça pour faire un petit film de série. On voit que l'homme veut affirmer quelque chose. Il a quelque chose à raconter sur les rapports entre les hommes et les femmes, sur les rapports au métier, sur les rapports à l'Amérique, au contemporain, à l'architecture, à la modernité, etc. Et ça, quand vous prenez les papiers écrits, notamment les cahiers que j'ai pas cités dans le livre parce que je voulais pas être cruel, mais quand on voit ce qui s'écrit, notamment les cahiers en 95 quand on sort Heat, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a à côté il y a des grandes pages qui sont consacrées à des films qu'on a complètement oubliés, et puis dans une notule à la fin il y a Heat, Michael Mann, film décoratif, proche de la publicité, aucun intérêt. C'est pas grave, la critique c'est aussi se tromper. L'important, comme disait l'autre, c'est de revenir après sur ses premiers avis. Et donc le rapport à la critique et de Mann, à mon avis, a toujours été compliqué aussi pour cette raison-là, parce que c'est quelqu'un qui arrive d'emblée avec une ambition démesurée. Et je pense que Michael Mann, faut pas faire passer les films de Michael Mann comme étant des petits films ou des petits films de genre qui prendraient des formes, que ce soit le polar, le film d'aventure, voire le film fantastique comme dans La Forteresse Noire, ou le film dossier comme dans Révélation, etc. C'est pas vrai. Je pense que Michael Mann, dès le début, en fait, a une ambition formelle extrêmement forte. Et c'est ça qui a un peu rebuté aussi la critique française au départ. Et puis Michael Mann, il y a quelque chose qui lui, pour les Français, parce qu'il faut pas oublier qu'il émerge dans les années 80 et se développe dans les années 90, c'est qu'il a aussi l'image de télévision qui lui colle sur le visage. C'est un des showrunners de Miami Vice, c'est quelqu'un qui a fait de la publicité, etc. Il appartient aussi à une école londonienne de gens que la critique française a plutôt détesté dans les années 80, Adrian Lyne, Alan Parker, etc., etc. Faut voir comment ces gens-là sont traités par la critique française dans les années 80. C'est le grand moment, je sais pas si ça, vous vous souvenez de ce débat qu'il y avait, notamment via Libération et Serge Danet, sur la différence entre le visuel et le cinéma. Donc, voilà. Et donc c'est Besson, c'est Benex en France. On a donc cette espèce de grand sac où on met tous ces cinéastes qui d'un seul coup s'intéressent à l'image. Je mets pas sur le même plan Besson et Michael Mann, évidemment, mais pour la critique française, il y a en gros cette espèce de un peu d'ennemi qui est en train d'arriver. C'est des gens qui sont amoureux de l'image qu'ils sont en train de faire, et en fait tout ça un peu clipesque, publicitaire, enfin il y a tous ces termes qui viennent un peu dévaloriser les films qu'ils font, et Michael Mann est un peu pris là-dedans. Alors qu'au contraire, moi ce que je trouve génial avec Michael Mann, c'est qu'il a pris la télévision pour ce qu'elle était, et plutôt que de se braquer contre elle, comme beaucoup de cinéastes l'ont fait, lui s'est approprié, il en a fait un vrai laboratoire d'une certaine manière. Mais
la télévision, comme Michael Mann est quelqu'un qui est extrêmement sensible aux images qui se produisent dans le cinéma et aussi hors du cinéma, la télévision c'est capital dans les années 80-90. On ne peut pas faire, quand on fait des films, comme s'il n'y avait pas une concurrence énorme qui s'appelle la télévision. Hein. Ou la publicité, ou aujourd'hui ça serait les réseaux sociaux, ou YouTube ou autre. C'est quelqu'un qui embrasse son époque, quoi. Enfin, oui, mais c'est capital. C'est-à-dire que la question du contemporain, pour moi le sous-titre était hyper important. D'ailleurs, j'ai compris le livre que je voulais faire le jour où j'ai trouvé le sous-titre véritablement. Je pense que Michael Mann, quand on fait des plans de cinéma aujourd'hui, il a conscience aussi du bain dans lequel ces plans de cinéma sont mis et avec quoi ils rentrent en concurrence et contre quoi ils peuvent éventuellement travailler. Et c'est pour ça que il a été à la fois, on pourrait presque dire qu'il s'est servi de la télévision, alors comme d'un laboratoire. Moi, j'aime bien cette métaphore du constructeur automobile, c'est-à-dire qu'en fait, il a créé des prototypes, il les a fait courir sur le circuit de la télé, puis un jour, il a fait le modèle de série. Et là, c'est parti pour le cinéma. Enfin, Hit, par exemple, 95, il l'a fait tourner à la télévision en 89, un film qui s'appelle Les Takedown. Pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu parmi vous, c'est intéressant. En tant que tel, ça a peu d'intérêt. Mais de regarder les takedowns avant ou après Hit, c'est absolument fascinant. Pour repréciser, c'est le même scénario qui a été tourné pour la télé sous la forme d'un téléfilm. Voilà, et c'est la même histoire. 90 minutes. Et un scénario qui est écrit par Mann au début des années 70. Et ça, c'est assez drôle dans la filmographie de Michael Mann. On se rend compte qu'il y a extrêmement peu de projets qui va tourner, auxquels il va s'intéresser, dont il a eu l'idée 1 an ou 2 auparavant. Tout remonte à loin. C'est-à-dire que Hit, qui tourne en 95, le scénario a été écrit 25 ans plus tôt. Hein, quand il tourne Manhunter en 86, depuis les années 70, il pense tourner éventuellement un film autour de Dragon. On pourrait ça, c'est très étonnant parce que moi j'ai l'impression qu'une des plus grandes forces et une des grandes, en tout cas, de spécificités de Michael Mann, ce qui le rend vraiment unique, et t'en parles beaucoup dans ton bouquin, c'est que c'est son emprise totale avec le contemporain. Alors effectivement, là où ton bouquin est plutôt brillant, et c'est vrai que ça rejoint un petit peu plusieurs de tes écrits, c'est que toi tu es plutôt fort dans ton écriture, dans ta pensée du cinéma, pour toujours faire rejoindre la grande histoire des formes, les grandes histoires des formes de l'histoire du cinéma avec l'histoire avec un grand H tout court, quoi. Et c'est vrai que Mann, on est vraiment dans quelqu'un qui est celui qui a trouvé la forme de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, quoi. Et t'as vraiment, alors même que, comme tu dis, c'est un des nombreux paradoxes, et ça c'est pareil, tu reviens un peu là-dessus, sur tous les paradoxes propres au film de Michael Mann. C'est pourtant des projets qui sont antérieurs à l'époque à laquelle ils ont été tournés, et pourtant ils sont en prise totale avec leur époque, quoi. Mais moi je pense que alors ça serait très long de répondre à ça. Bon, disons que pour faire court, les paradoxes dont tu parles, faut peut-être le rappeler, l'anachronisme on pourrait dire fondateur de Michael Mann, qui est quelqu'un qui est né en 43, qui dans les années 60 est à Londres, dans les années 70 aux États-Unis, mais cantonné à la télévision, pour lequel il travaille, il écrit des pilotes de séries, etc. Bref, il travaille comme co-scénariste ou aide-scénariste pour la télévision, et donc fait son premier film en 80, ce qui déjà est un problème parce qu'on voit bien qu'il est donc de la génération des cinéastes du Nouvel Hollywood, pendant que les autres font leurs films évidemment et participent à ce renouveau du cinéma américain, ou à cet âge d'or, ou à ce dernier âge d'or du cinéma américain. Lui, il a la télévision, et donc il va sortir du bois quand tout le monde s'arrête. Donc on a un cinéaste, ça c'est un anachronisme. D'ailleurs, la première fois que j'ai rencontré Michael Mann, moi c'était en lui disant ça. Il y a quelques années, j'allais le voir pour l'interroger pour We Blew It. Enfin, je voulais qu'il soit dans le film, et puis il en avait marre de faire. Il donne peu d'entretien, Michael Mann. Et donc je lui ai fait un mot en lui expliquant ce qui m'intéresse. Je lui dis, vous êtes un cinéaste anachronique. Et je lui explique pourquoi. Elle me dit, mais ça je veux bien qu'on se voit si on va parler de ça. Et donc j'ai senti qu'il y avait un truc parce que j'y crois véritablement. Il faut toujours dire la vérité, hein, en tout cas à mon avis aux cinéastes, parce que de toute façon ils le sentent tout de suite si vous y allez sur de mauvaises bases. Et je lui explique, je lui dis, vous êtes un cinéaste anachronique parce que vous êtes un cinéaste des années 70 qui fait son premier film en 80, ce qui a dû être extrêmement compliqué mentalement, de se dire que j'aurais rêvé de faire des films en même temps que Jerry Schatzberg, Brian De Palma, William Friedkin, Coppola et la bande. Il est contemporain de ces gens-là à peu près, et lui fait son film quand les portes se ferment. Enfin, du paradis en l'occurrence là, du Nouvel Hollywood, et donc ça veut dire deux choses à mon avis, enfin ce paradoxe là. Il veut dire le fait que Mann va donc faire son cinéma américain des années 70 plus tard, dans les années 80-90. Donc ça veut dire quoi? Ça c'est un truc qui moi m'intéresse toujours, c'est la différence entre l'histoire chronologique et l'histoire des formes. Donc ça veut dire quoi faire des films des années 70 en 88 ou en 95? Bon. Et la deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui a toujours été en retard
Et donc obsédé, comme n'importe quelle personne qui a conscience qu'il est arrivé en retard, est obsédé par le temps qui passe et veut donc prendre de l'avance. Et donc Michael Mann, c'est un cinéaste qui est toujours pris entre être en avance et parce que j'ai été en retard. Voilà. Quand on comprend cette espèce de paradoxe Michael Mann, on comprend tout son cinéma et on comprend le paradoxe dont tu parles, à savoir être contemporain. Bon, ça veut dire quoi être contemporain ? Ça veut dire sentir un peu à la surface des choses de quoi le demain sera fait. C'est pas le présent, évidemment, le contemporain. Être dans le présent, c'est être en retard. Être dans le contemporain, c'est bon. Et je pense que Mann a toujours été obsédé par ça. D'abord, c'est quelque chose qui lui parle, du point de vue biographique, politique. Il a une formation, on pourrait dire, culturelle et politique qui date des années 60 contre-culturelle. Hein. Donc, voilà, que ce soit, je sais pas moi, Marcuse, donc c'est un gauchiste, l'élève. Oui, c'est un gauchiste plutôt hardcore. Hein. D'ailleurs, le rôle que joue Al Pacino dans Révélation en 99 est peut-être le personnage biographiquement le plus proche de Michael Mann, puisqu'il a à peu près son âge. Il est passé par des revues contre-culturelles comme Michael Mann dans les années 60. Et quand Russell Crowe lui dit « Mais comment un type de Ramparts appartenant, on pourrait dire, à la free press de gauche des années 60, peut se retrouver aujourd'hui à CBS. Pour moi, c'est un des dialogues les plus autobiographiques de Michael Mann. Et Michael Mann, Al Pacino lui répond, oui, mais évidemment, le mode de contestation a changé par rapport aux années 70 que j'ai connus, mais je continue à traiter de sujets sensibles dans le cadre de CBS. Et Michael Mann, qu'est-ce qu'il nous dit à ce moment-là ? Il dit, je continue à faire des films qui réfléchissent un peu le monde contemporain à l'intérieur de gros studios en faisant des blockbusters. Voilà. Donc Miami Vice ou Heat ou Collateral, qui est à peu près un manuel marxiste des rapports de force entre les individus. Moi, je pense que si demain je veux expliquer ce que c'est que la façon dont l'économie règle tous les rapports humains, je vous montrerai pas forcément un documentaire ou un truc militant ou un truc de Ruffin. Hein. Je vous montrerai Collateral de Michael Mann. C'est extraordinaire combien derrière ce film qui a l'air d'être un petit film de genre, pour ceux qui l'ont vu parmi vous, je pense que vous l'avez vu, l'histoire d'un taxi qui est embauché par un tueur à gages pour en une nuit en fait tuer un certain nombre de cibles à Los Angeles. Donc le film respecte à la fois l'unité de temps, l'unité de lieu, etc. C'est un petit manuel marxiste, hein, des rapports, la façon dont les rapports économiques régissent intégralement les rapports humains. Et c'est un des plus grands films, à mon avis, des années 2000 consacré à la question du capitalisme pathologique, hein, puisque Tom Cruise, dans le film, incarne la version pathologique du capitalisme. L'indifférence, la rentabilité, l'absence d'affect, et évidemment la dimension meurtrière, puisqu'à la fin Tom Cruise devient Terminator. Et tout ça pour dire qu'on se retrouve donc avec un cinéaste qui a à la fois toujours été en retard et a toujours cherché à être en avance, y compris technologiquement, son obsession pour le numérique, pour le fait de ne pas être dépassé par la technologie. Moi, je vais prendre des nouvelles caméras numériques au début des années 2000, ça va pas de soi, parce qu'il y a beaucoup de cinéastes américains, les grands auteurs de l'époque, ils font plutôt le trajet inverse, hein. Je veux dire James Gray, Paul Thomas Anderson, Tarantino, d'un seul coup, c'est va des rétro Satanas contre le numérique. Nous, on va faire on fait du 70 mm. Hein. Michael Mann dit non, pas du tout. L'image numérique, c'est ce qui va permettre de raconter le contemporain, et donc il se l'approprie. Et il est, à mon avis, un des rares, j'ai pas beaucoup d'exemples aujourd'hui, qui a su prendre le numérique et en tout cas se servir du numérique pour trouver les fameuses formes du contemporain. Donc cette espèce de retard et d'avance, c'est ce qui caractérise tout, à mon avis, tout Michael Mann. Et d'ailleurs, c'est peut-être les dialogues les plus récurrents dans ces films, c'est toujours la même chose. Hein, c'est je manque de temps, time is luck, les personnages sont toujours en retard, l'anachronisme. Et dès son premier film, moi j'aime beaucoup Le Solitaire, pour ceux qui ont vu Le Solitaire parmi vous. Dès son premier film, ça raconte ça raconte l'histoire d'un homme. D'abord, il va chercher un acteur, James Caan, qui est quand même pas, on pourrait dire, un perdreau de l'année. Donc on voit déjà qu'il va chercher un acteur des années 70 avec une actrice des années 70 qui est Tuesday Weld, qui explose dans plein de films, notamment dans A Walk the Line, John Frankenheimer. Donc même son casting est anachronique dans Le Solitaire, et il prend un homme qui en gros sort de 12 ans de prison. Il ne faut pas être non plus psychanalyste pour se rendre compte que les 12 ans qu'a passé James Caan en prison, c'est les 12 ans que Michael Mann a passé hors du champ du cinéma. Et donc il sort de là et il dit le temps presse. Maintenant, il faut que je fasse tout en accéléré. Et Michael Mann, sa carrière depuis, ce n'est que ça. Et donc ce qui veut dire que ce retard, il l'a encodé, on pourrait dire, dès le départ dans tous ces scénarios. Hein. Et c'est quelque chose qui va le mettre, lui, toujours en position d'avance et de retard. Mais pour moi, c'est les grands cinéastes
en tout cas les grands cinéastes que j'aime, ils ont toujours cet effet de rapport extrêmement compliqué au présent. En fait, ils savent pas l'habiter. On parlait de Cimino tout à l'heure. Cimino prendra des voix différentes, racontera autre chose, mais il est dans cette espèce de même incapacité à habiter le présent de Cimino. Il est en avance ou il est en retard. Visconti, bon, tout le monde a vu Le Guépard, ou devrait. Voilà, c'est la même chose. Michael Mann, c'est la même chose. John Ford, sur la fin de sa carrière, c'est la même chose. Et Mann, tous ses films se mettent d'ailleurs, très souvent, un peu au carrefour de deux époques. C'est cette position-là qui l'intéresse. C'est le moment où un monde est en train de finir, auquel s'accrochent désespérément certains individus, et puis un autre est en train d'émerger, dont on ne connaît pas vraiment encore complètement les règles, etc. Et cette espèce d'entre-deux, même dans Heat, Heat, il y a 1000 façons de voir la façon dont ces deux mondes s'agrègent dans Heat, mais on peut prendre par exemple le personnage de Neil McCauley joué par Robert De Niro, et le personnage de Wayne Grow, le type cette espèce de type qui sont obligés d'embaucher à la hâte au début, le psychopathe. Mais en fait, on voit bien que qu'est-ce que c'est que cette espèce d'opposition entre deux personnages, on pourrait dire entre une espèce de bandit, braqueur de banque un peu old school avec des manières, un code d'honneur, l'homme qui plie la serviette sur un verre d'eau lorsqu'il ça c'est l'art du détail manien par lequel tout est dit. Je pense que c'est à ce genre de détail qu'on remarque pour moi un grand cinéaste. C'est pas parce qu'il y a une fusillade génialissime dans Hit, mais c'est presque plus par la serviette pliée sur le verre d'eau, quoi, pour moi. Bon, et face à ça, il y a Wayne Grow qui est une espèce de psychopathe, ingérable, sans code, sans honneur, et on voit bien que ces espèces d'opposition, elles sont partout dans les films de Michael Mann. Et ça, c'est marrant parce que je voulais que tu reviennes un petit peu là-dessus, parce que tu parles pas mal de l'idée de la soudure dans des films faits, où tu as cette phrase où tu dis le Michael Mann, c'est le cinéaste du et. Dont on a un petit peu parlé maintenant, c'est à la fois et les années 70 et ultra contemporain. Donc il y a une sorte, effectivement ça va nourrir un petit peu tous les paradoxes maniens, et donc du coup voilà, tu dis Mann c'est un petit peu le cinéaste qui essaye de marier des choses qui sont peut-être un petit peu complètement hétérogènes, et pourtant la soudure fonctionne. Et moi je voulais que tu reviennes un petit peu là-dessus sur Mann, parce qu'effectivement il faut que les gens lisent le bouquin tout simplement, mais un petit peu comment ça a pu un petit peu guider ton écriture du livre, parce que dans ton livre qui commence de façon un petit peu chronologique, on va dire, s'échappe assez vite finalement de ce trajet chronologique, pour au contraire, lui aussi, j'ai envie de dire, emprunter aussi à des effets de montage, plutôt des effets de montage non pas thématiques, mais au contraire sur des chapitres qui vont essayer de se faire résonner entre eux, non pas de façon manienne, mais en tout cas qui correspond un petit peu à les thématiques dont tu parles. J'aime pas du tout écrire un livre de façon chronologique par principe, parce que je crois que ça peut être efficace par moments, utile, et surtout sur les débuts. En gros, comment est-ce qu'un artiste ou un cinéaste commence, etc. Mais très vite, l'histoire des formes arrive, et je trouve que la chronologie, en fait, elle empêche la réflexion, la mise en rapport, les sauts de puce, etc. Moi, je prends toujours cet exemple qui m'amuse beaucoup. Easy Rider en 69, même année que Les Bérets Verts. Bon, si on prend l'approche chronologique, on comprend rien à ce qui est en train de se passer. Par contre, si on prend l'histoire des formes, on se dit que là, ça devient vraiment pour le coup plus intéressant. Et donc, au début, je commence évidemment par raconter les premiers pas, on pourrait dire, de Mann. Mais très vite, c'est l'histoire des formes qui se met en route et qui, moi, va le plus m'intéresser. Il y avait 2-3 questions qui... En fait, je pense que quand on écrit un livre, on a aussi envie que ce soit un peu un récit. C'est-à-dire que moi, ce que j'essaie toujours de faire, c'est d'empêcher que le lecteur puisse rentrer à la page 212 en se disant si j'ai pas lu ce qui est écrit avant, c'est pas bien grave. Donc pas d'index. Comme ça, les gens ne peuvent pas aller chercher en piochant un titre de film, etc., etc. Non, le livre, on commence au début et puis on essaie d'aller jusqu'au bout. Donc ça, c'est important de contraindre le lecteur, en fait, à lire le livre du début à la fin. Comme nous, on s'est contraint de l'écrire dans un certain ordre. Et moi, ce qui a été pour moi le plus important, c'est évidemment, une fois qu'on l'a conçu un peu comme un récit, c'est de se dire, mais il va où le livre ? C'est-à-dire que je vois comment il va évoluer, très bien, mais c'est quoi le point ? Et pour moi, le jour où j'ai compris la structure, c'est le jour où j'ai compris ce que j'allais faire du plan océanique mannien. Et le plan océanique mannien, vous connaissez tout ça, c'est le
le plan, voilà, emblème évidemment de cinéma de Michael Mann, exemplarisé par Robert De Niro dans Heat, qui rentre dans son appartement, qui pose son holster sur cette petite table, qui va vers la vitre, regarde l'océan Pacifique, mise au point, enfin bon, bleu. Et ça, c'est devenu l'emblème du cinéma de Michael Mann. Et d'ailleurs, il y a plein de films, d'ailleurs, ce qui est assez drôle, parce qu'ils reprennent ce plan-là, mais comme il n'y a rien dedans, on se demande pourquoi ils regardent l'océan. Mais bon, voilà, ça c'est le plan qu'on va retrouver dans tous les films de Michael Mann et qui, dans Heat en 95, apparaît pour la première fois constitué. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que Mann, il le cherche, ce plan, pendant des années. C'est-à-dire que dans Le Solitaire, la première occurrence, on pourrait dire, un peu brouillonne et mal dégrossie de ça, c'est évidemment James Caan et le bluesman devant le lac Michigan, avec cette fameuse phrase. C'est magique. Voilà. Ils sont tous les deux de dos, ils sont devant en contre-jour, on voit leur silhouette et au bout et au fond, on a le lac Michigan et donc cette phrase il dit voilà, c'est magique. Alors c'est intéressant de dire qu'en 80, Michael Mann, il a déjà en tête, 1, que ce plan-là va devenir un de ses plans importants, 2, que la question de la spiritualité, et donc il y a autre chose que le matérialisme, que la société de consommation, que les biens, etc. Il y a autre chose à chercher. Le magique, c'est déjà l'arrivée du mystique chez Michael Mann, enfin plutôt de la spiritualité. Donc on voit que ce plan, il arrive par petits bouts. D'abord, on a les deux devant le lac, et puis après, dans Manhunter, on a cette longue séquence entre l'homme et la femme, le profiler Will Graham et sa femme dans cette espèce de grande maison avec des baies vitrées sur l'océan Pacifique tout bleu. Enfin là, c'est pas l'océan Pacifique, c'est le golfe du Mexique parce que c'est tourné en Floride. Et on a déjà cette espèce de sentiment de deux personnes prises dans une espèce d'aquarium avec derrière la vitre. Donc peu à peu, on a eu un peu Le Solitaire, on a ce plan-là, on a le dernier plan du Dernier des Mohicans, on a les 3 survivants de toute l'histoire qui se retrouvent à contempler cette espèce de paysage somptueux de Caroline du Nord. Et ils sont tous les 3 devant cette espèce de paysage dont on ne sait pas si c'est la dernière fois qu'ils vont contempler ce paysage majestueux, ou alors si ce paysage majestueux, ce qui compte, c'est qu'il a une part de spiritualité, de mystique, et que Michael Mann, soit plutôt que de se dire oui, alors il n'y aura plus jamais ces montagnes, donc il n'y a plus de spiritualité, c'est là que Michael Mann, à mon avis, est fort, c'est qu'il nous dit la spiritualité, on peut la trouver ailleurs que dans les montagnes. Et donc il va chercher la spiritualité, non plus dans les grands paysages de wilderness américain, ce qui est assez classique et connu, mais il va se dire, est-ce que dans la géographie des villes, est-ce que dans le grid de Los Angeles ou à Hong Kong ou à New York, il n'y a pas ça aussi. Et donc, si vous cumulez ces 3 plans, à la fois du Solitaire, de Manhunter et des Mohicans, on mélange ces 3 plans et le plan de Heat est prêt. C'est-à-dire que cette fois, on a donc Neil McCauley qui arrive et qui voit... Bon. Et donc, c'est un plan qu'on va retrouver à peu près dans tous les films suivants. Et donc, moi, je me suis dit à un moment... si Mann décide de faire de ce plan vraiment l'emblème de son cinéma, alors ça pourrait être qu'un gimmick, c'est que ce plan contient la vérité de son cinéma et il nous le signifie extrêmement clairement. Le moment où Colin Farrell dans Miami Vice s'abstrait un court instant d'une discussion pour regarder vers le golfe du Mexique, etc. C'est des moments vraiment d'affirmation de Michael Mann. Il nous dit voilà, il y a aucun mot, il y a rien qui explique ce plan-là dans le récit, si ce n'est qu'à un moment donné le récit est troué d'un problème existentiel. Et donc, je me suis dit, ce plan-là, si je pars du principe, ce que je croyais qu'il contient la vérité de Michael Mann, soit je le décris dès le départ et il ouvre quasiment le livre, ou alors il le clôt. Et c'est finalement ce qui va se passer, parce que je me dis que finalement, s'il contient la vérité de Michael Mann, quand les gens auront lu, ceux qui auront le courage d'aller jusqu'au bout, les 350 pages servent à expliquer ce qu'il y a dans ce regard. Voilà. Alors que si j'avais mis ce plan au début, en fait, j'aurais pas pu le charger, qui vient à la toute fin parce qu'il est la conséquence de tout ce qu'on a raconté, d'où sa puissance dans le cinéma de Mann. Son rapport au contemporain, son rapport à la vacance, à l'essentialisme. Je cite parfois Antonioni dans le bouquin parce que ça a été aussi quelque chose qui m'a travaillé pendant des années, ça, en me disant... enfin, vous en foutez peut-être, je le dis quand même. Non, mais parce que j'adore Michelangelo Antonioni et j'adore Michael Mann. Bon, puisque là, il n'y a pas grand-chose à dire. Par contre, j'avais le sentiment par moment que j'avais devant Antonioni et devant Mann des affects communs. Voilà. Et je me suis dit, alors il y a 2 façons, ou bien t'as trop bu, moi je bois pas d'alcool, mais disons que t'as trop vapoté, ou alors
Et il faut prendre au sérieux, moi je crois énormément à ça, hein. On est tous des spectateurs devant des films, qu'on écrive des livres ou pas, il faut faire confiance à ses intuitions. Parfois on se plante, mais la vérité elle est là quand même. En fait je pense que notre affect il sait avant notre cerveau toujours. Et donc je me suis dit mais comment ça se fait que dans ta tête tu rapproches à ce point et si souvent, je sais pas moi, Profession reporter ou L'Éclipse exemplairement, des films de Michael Mann. Et un jour j'ai compris le rapport entre les deux. Je me suis dit mais évidemment Mann et Antonioni sont dans des pays différents, à des époques différentes, confrontés au même problème, en tout cas font une analyse à peu près similaire en fait du monde dans lequel ils sont, mais aussi bien économique que des rapports humains, etc., et que tous les deux vont tenter d'imaginer une forme qui en réalité est assez proche pour mettre ça sur un écran de cinéma. Et d'où évidemment le plan de Hacker, enfin Black Hat pour ceux qui s'en souviennent, le plan de la bourse dans Black Hat, que moi je rapproche immédiatement du même plan dans les clips d'Antonioni. Et tous les deux, l'un dans les années 60, d'autres dans les années 90-2000, sont contemporains d'une métamorphose du contemporain, d'une espèce de modernité, on pourrait presque dire l'arrivée de la bourse, du capitalisme, qui sont des choses qui marquent terriblement Antonioni dans les années 60 et qui vont marquer Michael Mann dans les années 2000. Et il y avait un entretien d'Olivier Assayas d'ailleurs dans les Inrocks il y a une quinzaine d'années que je retrouve après, et lui fait ce rapport entre Mann, Antonioni et Jacques Tati. Et il dit, mais finalement, Mann a le même rapport à la modernité que Tati et Antonioni dans les années 60, hein, une espèce de double rapport, et ça c'est capital, de terreur et de fascination. Et pour moi, tout est là chez Michael Mann, c'est-à-dire que là, c'est la façon dont le monde contemporain suscite chez lui à la fois de la terreur et en même temps de la fascination. Et c'est ça qui en fait un cinéaste unique. Parce que des gens qui sont terrorisés par le monde contemporain, il y en a plein. Il y a plein de films là-dessus. Il y a des cinéastes qui sont fascinés, il y en a plein. Bon, c'est des cinéastes publicitaires. On pourrait dire qu'on a d'un côté, je sais pas moi, Abel Ferrara et Michael Bay. Bon, Michael Mann, lui, il essaie de se dire qu'il y a quelqu'un au milieu de tout ça qui dans sa tête a un moment Michael Bay et qui a un moment Abel Ferrara, quoi. Et, qui a un moment, je sais pas, New Rose Hotel, bon. Et c'est ça la puissance de ces films. Et d'où l'importance pour lui de traiter toutes les images de la télévision, de la publicité, etc. C'est qu'il est toujours dans cette espèce de double rapport au monde contemporain, aux images qu'il peut produire, la façon dont le capitalisme, la consommation peut être un truc extrêmement séduisant. Et ça, il ne l'évacue pas. Ce qui fait que quand on voit un film de Michael Mann, on a tous envie de conduire le hors-bord ou la Ferrari. Et à un moment, on a tous envie d'être à la place de ces gens-là. Mais pour moi, exemplairement, le début de Miami Vice, évidemment, l'ouverture de la boîte, on les voit tous arriver, aux limousines rutilantes, tout est superficiel, l'homo festivus dans toute sa splendeur, on a envie d'être là, des femmes qui sortent, qui ressemblent à des mannequins. Plan suivant, ces femmes-là sont des prostituées, elles ont plus de nom, elles ont des numéros, traitées comme des déchets. Alors ouais, tu peux jouir de l'image publicitaire, mais regarde quel est son coût. Voilà. Et ça, c'est en permanence le rapport de Mann au contemporain que moi je trouve très productif, parce que, enfin, même du point de vue de la critique, en réalité, parce qu'il prend les deux en charge. Hein, il n'oublie pas que si pour faire court, le capitalisme marche, c'est parce qu'il a une puissance de séduction qui est colossale. Et lui, il la prend en charge, et notamment dans sa façon de filmer, son goût des machines, son goût de la technologie. Enfin, Miami Vice, c'est un film qui joue énormément aussi là-dessus, sur la façon dont dans ce monde qu'il filme, il y a une espèce de goût ou de plaisir ou peut-être de jouissance de la surface et du surf, quoi. Il y a une façon de glisser sur le monde qui est extrêmement agréable, et par moments il nous fait tomber dedans et il en montre l'envers, quoi. Et pour rester sur Miami Vice et ce plan océanique, justement, Miami Vice, il apporte quelque chose de nouveau aussi à un moment. C'est qu'on y va, en fait, justement, dans ce lointain que les personnages maniens observent depuis toujours. C'est voilà la virée de Sonny et j'ai oublié son... Et Isabella, merci. Est-ce que ça change quelque chose, ça, dans le cinéma de Michael Mann, après, d'avoir justement fait cette virée ? Ah oui, très bonne question. Merci. Non mais non mais c'est pas ça, c'est que d'abord c'est une des séquences les plus incroyables du cinéma de Michael Mann. Qui n'a pas vu le film parmi vous? Miami Vice? Non. Ils peuvent rester ou comment on s'organise? Ouais. Non, regarde, non.
Et donc, mais ce qui est intéressant avec cette séquence dont tu parles, c'est c'est qu'effectivement, on a donc Colin Farrell qui joue l'un des flics infiltrés, qui a donc ce moment de tourner vers l'océan, comme s'il aspirait à autre chose que ce que le monde contemporain nous donne. Bon. Mais d'ailleurs, cette espèce de moment d'abstraction ou d'écart par rapport au réel, on voit bien combien c'est quelque chose que Mann arrive à saisir dans la figure d'un flic infiltré, mais quelque chose auquel on peut tous s'identifier pour le coup. Hein. On a besoin de s'identifier à un flic infiltré luttant contre un dealer de drogue colombien, etc. C'est-à-dire que le plan dans Miami Vice, en plus, ça apparaît dans une séquence où il n'est pas tout seul. Oui. Il est entouré de plein de gens. C'est une séquence vraiment un peu en plus importante. Bref. Mais d'ailleurs, entre parenthèses, alors je réponds, mais je fais une micro-incise avant, c'est que ce plan-là, il vient d'où ? En fait, c'est en y pensant par rapport à ce que tu me dis. Il vient de les pilotes de Miami Vice, 84. Donc on est 20 ans plus tôt dans le cas de Miami Vice. Dans les pilotes de Miami Vice, je ne sais pas si vous avez en tête cet épisode pilote, mais en gros, c'est le début de la création du fameux duo entre Crockett et Tubbs, enfin les deux flics qui vont infiltrer le monde de la drogue à Miami, et donc l'épisode pilote ressemble à une série télé d'un point de vue narratif totalement classique au cours des 50 premières minutes. Alors évidemment il y a le style de Michael Mann, l'univers, etc., le goût de l'architecture, des couleurs, mais bon. Et puis dans les 5 dernières minutes de l'épisode pilote, le récit se met totalement en veilleuse, et on a des personnages qui pendant 5-6 minutes vont aller vers un endroit où ils doivent tenter d'appréhender le fameux criminel. Mais là, quand je dis le récit se met en veilleuse, c'est que pendant 5-6 minutes, on les voit juste prendre la voiture, et là Mann fait des plans. Alors de voiture, de la roue, des fusils en train de se charger, du golfe du Mexique, avec la musique de Phil Collins, In the Air to Die, qui est devenue une des musiques les plus connues, etc. Moment de révolution de l'écriture télévisuelle à l'époque. À l'époque, les producteurs lui disent « Non mais là, je comprends pas, on passe 5 minutes à avoir des types qui avancent vers un endroit, allons-y, 45 secondes. » D'un point de vue du scénario, il se passe rien d'autre, pourquoi tu fais durer ça si longtemps ? Et d'ailleurs, l'un des personnages, Sonny, joué par Don Johnson, s'arrête dans une cabine téléphonique, il passe un coup de fil à sa femme avec laquelle il est en instance de divorce, il lui pose cette question incroyable dans une série télé en 84, il lui dit « Est-ce que tout ce qu'on a vécu était réel ?» Alors là, tout le monde est complètement largué, etc. Bon, peu importe. Ce qui est assez génial là, c'est la façon dont Mann, d'un seul coup, creuse la série télé. C'est uniquement un univers du monde narratif, ça supporte pas le hors-champ, ça supporte pas la métaphysique, voilà. Et d'un seul coup, il prend le code de la série télé et il introduit à l'intérieur une espèce de profondeur existentielle qu'on n'a jamais vue auparavant. Il fait passer la pilule grâce à Phil Collins. Je pense qu'il n'y aurait pas eu Phil Collins et puis tous les tubes électrofunk, etc. On lui aurait dit tu coupes ta séquence. Donc là c'est bon, on se balade, MTV, clip, ça va. En fait, ce que raconte Michael Mann est beaucoup plus profond que ça en réalité. C'est qu'à un moment, il y a l'espèce de flux, en fait, mais véritable, narratif et du monde est creusé par un homme qui d'un coup veut s'en abstraire. Donc je reviens à Miami Vice, qui est à mon avis que le développement de ce truc qui est arrivé 20 ans auparavant. Et Miami Vice, il regarde, on pourrait presque dire, son paysage, façon d'aller des Mohicans à lui, hein, comme une sorte d'utopie dans laquelle il voudrait rentrer, à laquelle il aspire, comme De Niro dans Hit, il voit aussi cet horizon, hein, mais qui est un horizon, pour le coup, jusqu'à Miami Vice, qui n'est pas identifié. Voilà, c'est une espèce d'appel d'air un peu abstrait, un désir pas situé. Voilà, on aspire à autre chose, on aspire à un bord du monde, grosso modo, hein. Moi, quand je pense toujours à ça, je pense toujours à la fin de la Dolce Vita de Fellini, pour ceux qui l'ont vu. À la fin de la Dolce Vita, tous ces gens se demandent, mais est-ce qu'il y a un bord de ce monde-là, quoi ? Et c'est la même chose chez Michael Mann. Est-ce qu'il y a un bord du monde, du capitalisme contemporain ? Est-ce qu'on peut sortir de cette prison ? Et donc, tous ces personnages, à chaque fois qu'on les voit en train de regarder l'horizon, on se dit que c'est la question qu'ils posent à leur avenir, c'est la question qu'ils posent au monde contemporain, mais une question qui est sans réponse. Coup de théâtre de Miami Vice, on prend le hors-bord et on y va. On se dit donc super, on va rentrer dans sa propre utopie. Et c'est même pas qu'on rentre dans une utopie, on rentre dans ce qu'on appelle une hétérotopie, c'est-à-dire qu'on rentre dans une utopie qui est localisée. Bon. Donc c'est la Havane. Séquence extraordinaire de 10-12 minutes. À l'époque, tous les aveugles l'ont pris pour un moment un peu chiant. On se demande qu'est-ce qu'ils font là, etc. Alors c'est vraiment la séquence la plus importante du film. Et alors, bon, je passe rapidement sur cette séquence. On pourrait y passer des heures, mais c'est intéressant de voir pendant cette séquence-là que cette séquence fonctionne comme le contre-champ total
du monde qu'on a quitté. Plus de téléphone portable, ralentissement général, rapports humains qui reprennent le dessus, etc., etc. On parle de musique qui sont pas nulles, genre Allman Brothers et Lynyrd Skynyrd. Puis moi, dès qu'on parle de Lynyrd Skynyrd, j'adore. Donc voilà, on voit très bien que dans quel monde on est rentré et que pour Michael Mann, le lieu de l'utopie, c'est toujours les années 70. Bon. Et évidemment, la séquence va se terminer. Mais c'est termine par une phrase qui est capitale, qui est plus qu'une phrase, un moment déceptif, qui est le moment presque, c'est la douche froide. Hein, ils sont tous les deux en train de se balader sur le port de la Havane, et là Isabella, donc Gong Li, lui pose une question que pose un personnage sur deux chez Michael Mann à son interlocuteur, c'est « Qu'est-ce que tu vois autour de toi ?» Parce que on pourra peut-être en parler après. Oui. Mais qu'est-ce que tu vois autour de toi ? Lui, il est un peu benet, il voit rien. Il dit, tout ce que tu vois autour de toi appartient au fameux Jésus Montoya, qui est l'homme qui détient, qui possède le cartel. Autrement dit, ce que nous raconte à ce moment-là Michael Mann, c'est que tu pensais qu'il y avait un ailleurs de ce monde-là qui échapperait aux lois économiques, du flux, etc., etc. En réalité, ce monde-là est déjà inclus dans cette espèce de gigantesque endroit que tu as essayé de fuir. Donc c'est évidemment totalement déceptif. Colin Farrell, il débande en 2 secondes, donc il prend son hors-bord, il rentre, donc on ne peut pas sortir. C'est fini. Autrement dit, là où c'est assez terrible, c'est que c'est la seule fois de sa carrière où Mann, enfin il y en a 2, après j'y reviendrai, où donne l'opportunité à un de ses personnages de rentrer dans sa propre utopie pour se rendre compte qu'elle n'existe pas. Voilà. Et la deuxième fois, c'est dans Public Enemy. Public Enemy, cette fois, c'est Johnny Depp, Dillinger, qui se retrouve face à une grande plaine du Midwest, qui est toute noire, c'est la nuit, c'est avant le moment tragique évidemment du film. Lui et sa compagne, donc Johnny Depp, Marion Cotillard, lui pense qu'il y a encore une possibilité de s'en sortir, de trouver un coin qu'il appelle off the map. Très précisément, on est toujours chez Michael Mann dans un rapport à la géographie, au territoire qui est très important. Et là, il va délirer. Et il raconte un espèce de rêve, on va pouvoir aller à Caracas, on va pouvoir faire ça, etc. Et ce qui est assez génial dans cette séquence, c'est qu'il faut la rapprocher d'une autre séquence dans le film peu auparavant, au cours de laquelle Marion Cotillard, en fait, en voulait à l'un des hommes de main de John Dillinger de faire des blagues autour de la mort de John Dillinger et de voir combien lui courait à sa perte. Et que le côté un peu fantasque de Dillinger, l'homme qui se croit un peu intouchable, qui va passer entre toutes les balles, etc., en fait, à un moment, la réalité va forcément faire retour. Et c'est ce qui va arriver. Mais là, elle comprend que c'est foutu, et plutôt que d'opposer la vérité à John Dillinger en lui disant mais tu sais c'est fini, le off the map c'est fini, maintenant la police s'est modernisée, ils ont tout quadrillé, le territoire en fait n'échappera pas à la dimension totalitaire du monde contemporain, parce que c'est ça chez Michael Mann. Et elle, plutôt que de faire ça, elle préfère entrer dans son rêve. Autrement dit, l'utopie là, elle existe dans Public Enemy, mais sous une forme rêvée. Et donc le personnage de Marion Cotillard choisit de rentrer dans le rêve, parce qu'elle sait que, en gros, lui, il va mourir, il n'y a pas d'autre solution, mais au moins, s'il a pu accéder à l'utopie, ne serait-ce qu'en rêve, c'est déjà ça de prix, quoi. Non, je crois que tu voulais tout à l'heure parler un petit peu du rapport au regard qu'il y a chez lui. Et bon, moi, en fait, Étienne me dit, on peut garder ça pour l'émission, on va pas laisser ça au bas peuple comme ça, tout ça. Bon, voilà, n'importe quoi quand même. Non, mais vu que moi, après, on va effectivement vous laisser la parole pour des questions. Non, mais en fait, de façon un peu générale quand même, c'est que moi, évidemment, je pense que Michael Mann est sans doute le cinéaste le plus important de ces 40 dernières années. Voilà, je vais pas... Il y a des cinéastes américains qui ont émergé entre-temps, d'autres qui ont continué, mais celui qui a l'œuvre 11 films comme ça en 40 ans, l'œuvre la plus solide, la plus impressionnante, la plus régulière, on pourrait dire. Il y a Michael Mann, à l'exception de La Forteresse Noire, donc film qui fait en 83, qui a été un peu compliqué pour plein de raisons, lui dont il n'est pas satisfait, ça a été un peu une catastrophe à la fois de tournage, etc. Mais depuis La Forteresse Noire, c'est quelqu'un qui n'a fait qu'enchaîner les grands films.
Il y a très très peu de cinéastes dont on peut dire qu'ils ont fait 8 grands films d'affilée. Donc Michael Mann est pour moi le plus grand cinéaste américain de ces 40 dernières années, mais très largement. Et je pense aussi parce que c'est quelqu'un qui, en fait, alors il y a la question du contemporain qui pour moi est capitale, c'est-à-dire que encore une fois, si je veux expliquer à des gens ce qu'a pu être le contemporain, son évolution, etc., je lui montrerai des films de Michael Mann. Et c'est aussi quelqu'un qui s'est en permanence posé, par rapport à ta question du regard, la question la question de l'adhérence ou de la façon dont nous, n'importe qui, en fait, comprenons le monde dans lequel on est immergé. Tous les films de Michael Mann, ils ont plusieurs types de structures, mais il y a toujours une même ligne de base qui est qu'on rentre dans le monde en pensant connaître ses règles, son fonctionnement, sa structure. Tous les films de Mann sont des personnages qui presque pêchent un peu par excès de confiance, mais confiance dans leur propre regard. Ils ont compris, ils savent, sont des professionnels. Bon, donc ils maîtrisent les choses, etc. Et puis tous ces films, arrivés à peu près à mi-parcours, en fait une séquence fonctionne comme une sorte de moment de dépucelage, on pourrait dire, les font passer d'une espèce de rapport au présent qui semble évident à un retard immense. Autrement dit, c'est des gens qui se rendent compte à mi-parcours, qui n'étaient pas à l'heure, mais déjà complètement dépassés par les événements. Deuxième partie du film, on va tenter de voir le monde tel qu'il est. Ça, c'est le schéma. Enfin, j'aime pas le mot schéma parce qu'il y a un côté systématique qui n'est pas du tout le cas de Michael Mann, mais on voit que c'est une obsession pour lui et qui fait des films aussi pour apprendre à regarder. Il part du principe qu'on rentre dans le monde en aveugle, Michael Mann, et qu'on est tous aveugles. Il part du principe qu'on ne comprend pas le monde dans lequel on est. Et je suis à 1000% d'accord avec lui, je pense qu'on sera tous d'accord avec lui. Et que le plus dur, c'est de comprendre le monde dans lequel on est et de le voir. On le regarde, mais le voir, c'est complètement autre chose. D'où cette phrase récurrente dont je parlais tout à l'heure, qu'est-ce que tu vois autour de toi ? Comme si les personnages passaient leur temps à se demander ou à expliquer à l'autre, mais regarde vraiment. Alors là, évidemment, il n'y a pas les lunettes comme dans Élite de Carpenter. Il n'y a pas on peut dire cet artefact, cet argument issu du genre. Dans le film de Carpenter, Invasé Los Angeles, là, la métaphore est extrêmement limpide et claire. Pour apprendre à regarder le monde, il faut se battre pendant 10 minutes et mettre des lunettes de soleil. Dans le cas de Michael Mann, c'est un trajet qui est plus existentiel et politique, mais il faut quand même apprendre à voir le monde. Et pour moi, le personnage le plus mannien de ce point de vue-là de tous, c'est évidemment Al Pacino dans Révélation. Al Pacino dans Révélation, c'est quelqu'un qui, dans la première partie du film, est vraiment un homme qui pense avoir le monde à sa main. Je veux dire, c'est un cador, il est complètement roué à tout, il maîtrise son métier qu'il fait depuis des lustres, il vient des années 70, il a tout vécu. C'est vraiment l'homme qui maîtrise à la fois son univers, les rapports aux autres, les rapports politiques, économiques, son métier, etc. Et puis au milieu du film, il y a une séquence assez célèbre au cours de laquelle il rencontre les avocats de la chaîne pour laquelle il bosse, alors qu'il est à deux doigts de passer ce fameux reportage censé contenir un scandale sur l'industrie du tabac. Et il rencontre une femme qui est une avocate, jouée par Gina Gershon, qui lui dit oui, mais voilà, maintenant on va peut-être pas pouvoir passer tel quel le reportage. Et elle sort un argument juridique. Il y a un problème d'interférence dommageable. Ce qui est une façon à peu près élégante de lui dire oui, mais le problème c'est que l'économique détient à la fois CBS et donc un droit de regard sur ce que tu vas éventuellement diffuser. Réponse d'Al Pacino, mais c'est Alice au pays des merveilles. Alors là, c'est une des phrases clés du cinéma de Michael Mann. Autrement dit, Pacino, 65 ans ou 60 ans, Bob Woodward 2.0, qui pense qu'il est là depuis, qu'il a tout compris. On lui dit d'un seul coup, il se rend compte d'un seul coup qu'en fait, il n'avait rien compris. Et que c'est le côté fitzgeraldien des films de Michael Mann. C'est l'assiette s'est brisée, et puis un jour, elle s'est cassée. Mais ça s'est brisé quand ? C'est la fin de Révélation. À quel moment le monde que je croyais, dans lequel je croyais vivre, à quel moment j'étais à l'heure et à quel moment je suis devenu en retard. Et en fait, Pacino, il est en retard depuis longtemps, mais il ne le savait pas. Et on se demande s'il arrive au Pays des Merveilles ou s'il y était sans s'en rendre compte. Et donc, on pourrait dire que tout le cinéma de Michael Mann, si on file la métaphore du bouquin de Lewis Carroll, c'est vraiment faire effectuer aux personnages, on pourrait dire les faire passer par le terrier. Si on n'est pas passé par le terrier, on est dans le simulacre du monde. On n'est pas dans
le monde tel qu'il est vraiment. C'est pour ça que tous les films de Michael Mann sont aussi des films sur le regard, ce qui est le cas de très souvent quand même des grands cinéastes. Faire un film pour Michael Mann, c'est apprendre à voir. Autrement dit, à la fin d'un film de Mann, on a un peu mieux compris, on a un peu mieux vu les choses, on a appris quelque chose sur le fonctionnement du monde, etc. Et je pense que donc la question du regard, elle est capitale chez lui, puisque d'ailleurs le début de Révélation, moi j'en parle un peu dans le livre, c'est quand même Al Pacino avec une toile de jute sur les yeux qui se balade, qui est baladé dans les rues de Beyrouth pour aller rencontrer un cheikh. Et Michael Mann ne nous ment pas du point de vue de la mise en scène. Il nous dit dès le début, vous rentrez avec un homme qui ne voit rien, qui va parler avec un cheikh qu'il ne verra pas, et lorsqu'il va ouvrir les yeux, l'homme qui avait en face de lui a disparu. En fait, si on sait regarder la façon dont Mann met en scène Révélation, il nous le dit dès le début. Hein, et le type est tellement aveugle qu'à la fin de la séquence, il ouvre les fenêtres, on tombe sur le Beyrouth et il dit Welcome to Human World. Non, Welcome to the World. Ouais. Voilà. Ah oui, mais bienvenue dans le monde, mais tu as tout raté du monde, tu n'as strictement rien vu. Donc après, bon, on pourrait en parler des heures, mais cette façon dont les films de Mann sont des films sur l'apprentissage du regard, sur le fait d'apprendre à voir le monde, autrement dit, à rattraper son retard, font que chez lui, on pourrait dire que l'aventure existentielle, elle se double toujours d'une aventure politique. C'est pour ça qu'on dit les films de Mann, politique, pas politique. Bon, de toute façon, tous les films sont des films politiques. La question, c'est comment ils le sont, est-ce qu'ils sont intéressants. Mais les films de Mann sont des films profondément politiques parce qu'ils doublent toujours l'aventure existentielle, narrative et personnelle des différents personnages d'une aventure politique. Autrement dit, pour s'en sortir dans le monde, pour pouvoir progresser, il faut comprendre comment économiquement et politiquement il marche. Ça, c'est le fond marxiste des films de Michael Mann. Si tu n'as pas compris économiquement quels sont les rapports de force, où tu peux te situer, etc., tu ne comprendras pas le monde dans lequel tu es. C'est Tom Cruise dans Collatéral qui fait vraiment une petite leçon d'économie politique en permanence à Jamie Foxx et qui même lui permet son émancipation en lui expliquant comment ça marche économiquement, aussi bien dans les rapports à son patron que dans les rapports à la loi. On n'a pas parlé de ça, mais c'est aussi une des obsessions de Mann, c'est la différence entre la loi et la justice. Hein. Enfin voilà quoi. He gonna talk to you. Richard? Richard? He gonna meet you, man, I swear, tonight. He's not here, is he? No, he gonna meet you tonight. Tonight? What happened to right now? I implored him because I knew you was coming to say him. That's a bunch of bullshit. No, I swear, he said no. Because he in Phoenix. By the time I get to man, Phoenix, I swear, man, tonight's the best I can do for you. He'll probably leave a note right on the door. Tonight's the best I can do for you, man. Don't waste my motherfucking time! Vous entrez de plein pied dans la version extended cut de cette captation de la rencontre de l'écran à la page en compagnie de Jean-Baptiste Thorey, à un moment où une personne du public questionne Jean-Baptiste Thorey sur ce qu'il entend par histoire des formes. Oui, je vois ce que vous voulez dire. En fait, si vous voulez, je vais essayer de faire des réponses courtes. Non, véritablement. Si vous n'y croyez pas, je ne vais pas y croire non plus. Hein. Ce qu'on appelle l'histoire chronologique, et qui est une façon de faire l'histoire du cinéma et même l'histoire des arts ou de l'art classique, on pourrait dire, c'est tout simplement de considérer les cinéastes ou les artistes, enfin peu importe, en fonction du moment ou de l'année ou de la décennie ou de la période à laquelle ils appartiennent. Hein. Autrement dit, si je suis un cinéaste des années 60 ou des années 80, le film que je vais faire en 62 ou en 83-84 appartient aux années 80. Vous voyez ? Donc, on va parler du point de vue de l'histoire chronologique, on va dire, par exemple, c'est un cinéma des années 80 ou un cinéma des années 70. Donc, ça veut donc dire qu'on rabattrait, si on s'en tient uniquement à l'histoire chronologique, qu'on rabattrait tous les films des années 80 à une même forme, ou à une forme à peu près équivalente, hein, ou qui aurait des points communs suffisants pour que ça fasse un peu système, et on dirait, voilà, ce sont des films des années 80, par exemple, ou des années 70. Sous-entendu, ce sont des films qui ont un certain nombre de traits, on pourrait dire formels, ou de mise en scène, qui sont communs. Bon, ça c'est l'histoire chronologique. Hein, autrement dit, si vous faites un film en 2000 ou en 95, ou si vous faites un film en 95, vous appartenez forcément à une histoire du cinéma des années 90 du point de vue de l'histoire chronologique.
Après, si vous vous intéressez à l'histoire des formes, je n'oppose pas les deux. Je dis juste qu'il faut, à mon avis, savoir passer de l'une à l'autre, et parfois l'histoire des formes, elle contredit l'histoire chronologique, et c'est là que ça devient passionnant. Si vous vous intéressez à l'histoire des formes, vous vous rendez compte qu'il y a des films faits dans les années 60, 70, 80, 90, qui sont très différents des films qui sont faits au cours de la même décennie. Par exemple, je sais pas, moi je prends souvent cet exemple dans les années 70, par exemple. Vous prenez un film comme qu'est-ce qu'il y aurait de très très connu, un film comme Jaws de Steven Spielberg, donc Les Dents de la Mer. On est en 75, donc on dit de Jaws que c'est un film des années 70, si je suis du point de vue de l'histoire chronologique. Mais si je m'intéresse à l'histoire des formes, c'est un peu l'exemple que je vous donnais tout à l'heure sur Easy Rider et les bérets verts. Si je m'intéresse à l'histoire des formes, Jaws, c'est plutôt un film des années 80. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une forme, on revient à une forme qui est beaucoup plus classique, qui est beaucoup plus humano-centrée, avec un récit qui se développe de façon beaucoup plus naturelle, avec, alors politiquement, c'est aussi un film qui nous raconte d'une certaine manière la façon dont on va un peu punir toute la contre-culture hippie qui nous a pourri la vie pendant 10 ans. Le requin sert à ça. Au début, ceux qui se font bouffer, c'est les gens qui fument des joints, qui couchent et qui font de la guitare. On a à peu près compris ce que ça veut dire. Donc voilà, autrement dit, Les Dents de la Mer est un film qui date de 75, mais qui du point de vue chronologiquement, mais qui du point de vue de l'histoire des formes, appartient déjà aux années 80. D'ailleurs, Spielberg sera le grand cinéaste des années 80. Autrement dit, c'est un film qui a de l'avance. Là pour le coup. Et quand je parlais tout à l'heure des bérets verts, se dire qu'en 69 sort au même moment Easy Rider, qui est un film qui réinvente avec d'autres, complètement à la fois l'esthétique, le montage, les différents personnages, etc., le qui a introduit du hasard. Bon, quand vous le comparez au béret vert, qui est lui pour le coup lui plus un film des années 40, vous vous rendez compte que l'histoire chronologique vous permet pas d'aborder en même temps ces deux films-là, vous comprenez? Si vous dites Easy Rider et les bérets verts, film des années 60, film de 69, vous n'avez rien dit des films, puisque l'un appartient du point de vue de l'histoire des formes historiquement à une période qui a 20 ans, et l'autre, et pour le coup, est totalement à l'heure de son temps, qui serait 69. Et on peut multiplier comme ça des exemples à n'en plus finir, à la fin des années 90, je sais pas moi, je pense à ce film Dossier, avec Julia Roberts. Oui, Erin Brockovich. Bon, c'est quelle année Erin Brockovich? Je pourrais pas te dire, 96, 97. C'est cela. Bon, Erin Brockovich, par exemple, est un film qui date donc du même moment que Révélation de Michael Mann, mais donc du point de vue de l'histoire chronologique, ils sont tous les deux de la fin des années 90. Du point de vue de l'histoire des formes, il y a un cinéaste qui est à peu près à l'heure, à mon avis, qui est Michael Mann. Erin Brockovich est un film qui est plutôt académique, classique, dans le sens qui est plutôt du passé. Mais je pense que la plupart des films, en fait, qui sortent sont des films toujours en retard. Je pense qu'il y a très peu de films qui sont des films du point de vue de l'histoire des formes, qui sont des films du présent ou qui anticipent d'une certaine manière la forme à venir. Et ça a été une des obsessions de Mann de toujours trouver la forme, d'une certaine manière, qui allait pouvoir incarner ce qu'on peut appeler le contemporain. Donc cet écart entre l'histoire des formes et l'histoire chronologique, elle est extrêmement importante et elle permet surtout, à mon avis, d'éviter de faire un nombre de contresens énormes. Quand vous regardez le cinéma, si vous êtes complètement... Regardez quand Bogdanovich fait Last Picture Show, par exemple, la dernière séance en 71, c'est un film d'un cinéaste qui est totalement inconsolable du cinéma classique américain, qui se retourne en 71, lui, la période le déprime complètement, il aurait voulu faire des films dans les années 50, donc il fait un film des années 50 en 71. Donc Last Picture Show est un film de 71, mais quand vous comparez Last Picture Show avec Macadam à deux voix, par exemple Two Lane Blacktop de Monty Hellman, ou alors Panic at Needle Park de Schatzberg, ou Bob Rafelson, etc., vous vous dites, mais est-ce que ces gens ont fait le film la même année? Donc chronologiquement, on ne dit plus rien à ce moment-là des films. Par contre, du point de vue de l'histoire des formes, là on voit qu'il y en a un qui a la tête dans les années 50 et qui a fait un film en 71, alors qu'il y en a 2 ou 3 autres qui font des films vraiment en 71. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que il y a d'abord une objectivité des formes au cinéma. Je veux dire, la forme classique, par exemple, la forme moderne.
connaissez sans doute, enfin on va pas refaire tout ça. Antonin parlait de la forme postmoderne, la forme maniériste, qui était une forme vraiment des années 70-80. La forme classique, c'est quoi ? La forme classique, c'est l'idée que le monde qu'on montre sur un écran de cinéma est un monde qui est totalement, on pourrait dire, anthropocentré. L'homme est au centre tout simplement de l'histoire et donc du cadre, et au centre du monde qu'on va montrer, que le récit en fait part d'un point A jusqu'à un point B et se résout intégralement. Autrement dit, dans la forme classique du cinéma, quand on a plusieurs lignes, une ligne personnelle, une ligne amoureuse, une ligne historique, une ligne politique, etc., toutes ces lignes au début s'écartent parce que c'est ce qui va créer évidemment le récit, et toutes ces lignes à la fin se rejoignent en un seul motif ou un seul personnage. Et c'est ce qu'on dit par exemple, vous regardez les grands films de l'époque des années 30 par exemple de Ford, vous regardez la charge héroïque dans les années 40, vous regardez Vers sa destinée ou autre. Autrement dit, toutes les lignes narratives du récit se résolvent parce qu'on en a résolu une seule. Autrement dit, John Wayne à la fin du film, il est en accord avec lui, avec la femme, avec le territoire, avec le monde. Voyez ? Autrement dit, la forme classique est une forme qui restitue toujours la plénitude en fait du monde. La forme moderne qui vient juste après. Alors dans les années 40 en Italie, à la fin des années 50 en France et à la fin des années 60 aux États-Unis, c'est une forme qui va prendre le contre-pied. Autrement dit, là où le monde avait un sens plein dans le cinéma classique, il a maintenant un sens complètement lacunaire. Là où tout était prévu, alors de façon même parfois religieuse dans le cinéma américain, il y a un grand plan général, tout est guidé, d'un seul coup les choses n'ont plus aucun sens, si vous voulez. Tout ce qui était de l'ordre du prévu, de l'action, etc., devient de l'ordre du hasard. Avant on faisait quelque chose, ça servait à quelque chose, maintenant on fait quelque chose, ça ne sert plus à rien. On pourrait multiplier comme ça les exemples, qui fait que quand on arrive au moment moderne, le monde, d'un seul coup, n'a pas de sens. Il est en pièces, il est rapiécé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Dans le cinéma classique américain, par exemple, le montage, il est invisible. Pourquoi ? Parce qu'on ne doit jamais montrer les sutures du monde, puisqu'on va vers la plénitude. Le montage dans le cinéma classique, il ne fait pas événement. On ne le voit pas. On n'est pas censé voir le passage d'un plan à un autre. Dans le cinéma moderne, c'est tout le contraire. Pourquoi on ferait croire que le monde... Pourquoi est-ce qu'on ferait un montage qui serait un montage invisible, comme si on passait de façon fluide d'un plan à un autre, si le monde qu'on est en train de décrire n'a pas de sens. Autrement dit, le montage devient un outil politique, puisque en montrant un montage qui est un montage heurté, avec du faux raccord, par exemple, comme dans les films de la Nouvelle Vague française à la fin des années 50 ou des choses comme ça, on acte le fait que le monde dans lequel on est n'a pas de sens, n'a pas de visée, est insensé, etc. Vous comprenez ce que je veux dire ? Quand on arrive au cinéma maniériste dans les années 60-70, là c'est complètement autre chose, c'est une génération qui arrive, qui est la première génération de cinéphiles dans l'histoire du cinéma, autrement dit, comme disait Danet, dont la toile de fond avant d'être le réel est le cinéma. C'est-à-dire que tous les films qu'ils font, leur grand drame, c'est qu'ils sont précédés par d'autres films. Autrement dit, le cinéaste maniériste qui s'appelle Peckinpah, De Palma ou Argento, ou Zurlini, son problème, c'est de se dire comment est-ce que je vais faire des films alors que, comme le dit Bogdanovich lui-même dans La Cible en 67, comment faire du cinéma alors que tous les bons films ont déjà été faits. Donc le cinéma maniériste... Je suis obligé de te couper là-dessus, Torres, parce que j'adore cette phrase finale. En Laquelle ? plus, il faut rendre... tous les bons films ont déjà été faits. Voilà, désolé pour cette réponse un peu longue. J'ai essayé de m'immiscer justement parce qu'il va falloir qu'on rende la salle, et puis ça me paraissait être une phrase finale exemplaire. Et elle est très belle. Merci beaucoup. Merci de votre écoute. Et merci à tous les deux. Do me one favor. Yeah. In return for the risks we took in recovering your load, allow me to buy you a drink. How fast does that go? Goes very fast. Show me. Where would you like to go? What do you like to drink? I'm a fiend for mojitos. I know a place. Vous venez d'écouter la captation de la seconde rencontre de l'écran à la page organisée en partenariat avec le cinéma Arvor et la librairie Le Fayère. Merci pour votre écoute. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt. Des bisous. Have you always lived in Louisville? Mr. Bergman, what did you want me to consult about?
Who's that? That's room service. They usually knock first. Come on in. Over here, please. How do you like your coffee? Black? Black. Look, I really don't have that much time. Is there anything you want to know about me, Mr. Wygant? Like what? Your sign? I know what I have to know. Just so I know you know. When I talk to people in confidence, it stays that way. How do the radical journalists from Ramparts magazine end up at CBS? I still do the tough stories. 60 Minutes reaches a lot of people.